is ours. Morning, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. My name is Richard Keane. I'm the Je suis chair Richard of Keane, the je suis le président Committee on Legal de Affairs la and Human Commission Rights des questions of the juridiques et des Parliamentary droits de Assembly. l'homme de l'Assemblée parlementaire Before I open du Conseil this de committee l'Europe. meeting, Et avant d'ouvrir there are a number of la points séance that I would like de to cette mention commission, il y a un in certain order that nombre those who may de not be points que familiar j'aimerais with the soulever, procedures of mentionner, this, pour que committee, ceux qui ne connaissent may pas follow bien les the procédures qui proceedings more s'appliquent easily. à notre And commission there are certain other puissent matters suivre that I nos should travaux draw to plus your facilement. attention Il y a un certain in nombre view of de the points sur extensive lesquels media j'aimerais interest, appeler votre in, attention, étant donné l'intérêt proceedings dont of the font committee. preuve les médias et étant When donné I la open présence the des meeting, médias will pendant invite nos the travaux. rapporteur to À make a l'ouverture de short notre introduction, réunion, je demanderai to à the la committee. rapporteure de faire une brève I will then introduction invite Mr. à Julian la commission, Assange, puis j'inviterai M. to Julian address the committee Assange for 12 to à 15 s'adresser à notre commission. Il aura thereafter, 12 à 15 minutes pour le members of the faire. committee may ask Puis put les membres questions de la to commission Mr. Assange. pourront lui poser des questions. These should be questions Il and not s'agit, statements. je répète, de poser des questions et non pas de faire des déclarations. Initially, members of the committee may put Les one question. membres de la commission pourront If there is poser time, une question à M. Then Assange. I will invite members of Si the le committee temps to put further nous le questions permet, if j'inviterai they les wish to membres do de la so. commission à poser d'autres questions si Should any ils le member of the souhaitent. committee Si succumb to the certains temptation to ask membres multiple de questions, la commission then I succombaient will à la invite Mr. tentation Assange to de answer poser only the plusieurs first question, questions, in order je that demanderai appropriate à time M. is given to other members Assange of the de ne committee. répondre qu'à la première question afin de laisser du members temps of the pour les committee will autres put their membres de la questions when commission. invited, Les membres by the de chair la to do so. commission pourront poser leurs questions lorsque le président should leur aura mention donné that la parole. Pursuant to Rule 48.4, Et conformément à while l'article members of the Assembly, other 48.4, than members of this committee, are un entitled to membre be de present, l'Assemblée non they may membre not speak. de la commission However, peut if there être is sufficient présent time dans at cette the end of the réunion, mais meeting, n'a pas le droit I à may be prendre la able to parole. invite such Mais s'il members of the reste Assembly, du temps à la fin to de put la réunion, questions to je Mr. pourrais Assange. inviter ces membres de l'Assemblée non membres de la commission proceedings présents en will be salle à poser des questions à M. recorded and Assange. broadcast. Ces travaux addition, vont être the enregistrés interpreters must et be able to vont follow proceedings être without diffusés. difficulty. Par ailleurs, les interprètes doivent pouvoir suivre les travaux sans difficulté. C'est pourquoi je dois vous inviter à ne pas vous interrompre, à ne pas parler en même temps. Je vous demande de mettre tous vos téléphones portables en mode silencieux. Et si certains d'entre vous ont un besoin irrépressible de discuter entre eux, je vous inviterai à quitter la salle pour le faire hors de cette salle. Mais maintenant que le décor est planté, je déclare ouverte la séance de notre commission. Comme vous l'aurez vu en voyant l'ordre du jour de notre commission, nous allons avoir un échange de vues avec Julian Assange. C'est l'objet donc de cette réunion. Et ceci du fait que mercredi, l'Assemblée parlementaire tiendra un débat sur le rapport préparé par Madame la rapporteure intitulé « La détention et la condamnation de Julian Assange et leurs effets dissuasifs sur les droits humains ». J'aimerais d'abord demander aux membres de la Commission s'ils ont des objections à l'ordre du jour. Ce n'est pas le cas. Je considère donc que l'ordre du jour est adopté. Monsieur Assange, merci d'avoir pris le temps de participer à notre réunion et d'être présent parmi nous. Nous serons heureux d'avoir un échange de vues avec vous qui nous apportera des informations. Et tout de suite, je donne la parole à Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers
Julian Assange, chère Christine. J'ai rencontré Julian Assange en mai, la dernière fois, lorsque je l'ai rencontré en prison lors de ma mission sur le terrain à Londres. Et aujourd'hui, c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir vous dire bienvenue, Julian, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Je suis extrêmement reconnaissante que vous ayez fait tout le voyage depuis l'Australie pour comparaître devant nous, pour discuter avec nous du rapport sur les effets dissuasifs que peuvent avoir eu votre détention et votre condamnation sur la liberté d'expression et les droits de l'homme. Wikileaks a dénoncé la torture, la corruption, les enlèvements, la corruption et les différentes violations des droits de l'homme. Julian Assange a fait ce que font les journalistes d'investigation. Il a pris des informations auprès de sources et les ont publiées. Malheureusement, au lieu de poursuivre les auteurs des crimes ainsi dénoncés, c'est le lanceur d'alerte qui a été poursuivi. Au lieu de condamner les criminels, c'est le journaliste qui avait dénoncé ces crimes qui a été poursuivi. Ceci doit être dénoncé. C'est demain que je présenterai mon rapport en plénière. Je ne vais donc pas entrer dans les détails, mais maintenant, nous attendons, Julian, d'attendre votre point de vue sur cette question. Merci, Suna. Monsieur Assange, je vous donne la parole pour vous adresser à notre commission. Comme je le disais, vous disposez de 12 à 15 minutes, mais si vous souhaitez disposer de davantage de temps, nous vous l'accorderons. Je vous en prie. Mr. Chairman, Monsieur le Président, esteemed members of the Mesdames Parliamentary et Assembly Messieurs of the les Council membres of de Europe, l'Assemblée parlementaire du ladies Conseil and de gentlemen. l'Europe, Mesdames et Messieurs, The transition from years of confinement in a passer maximum d'années security de prison to being here before the confinement representatives of 46 dans nations une and prison 700 million de people sécurité is a maximum profound and a surreal à shift. être devant vous, représentant de 46 nations et de 700 millions de personnes, c'est un vrai tournant. Cette expérience de cellules en isolement, c'est difficile de l'expliquer, car en réalité, cela nie l'essence même de l'existence. Et je n'ai pas tous les outils pour vraiment vous parler de ce que j'ai souffert, la lutte pour rester vivant sur le plan physique et mental. Je ne peux pas parler non plus des morts, de ceux qui étaient en prison avec moi, qui ont été pendus, assassinés ou qui sont morts à cause de manque de soins médicaux. Je vous prie de m'excuser si les mots me manquent, si je ne suis pas capable de m'exprimer avec le registre à la hauteur de votre assemblée. L'isolement j'en ai payé son prix. Je vais essayer de m'exprimer pour répondre à ce défi. La gravité de cette occasion et l'importance des questions en jeu m'obligent à venir parler devant vous directement. J'ai fait un très long voyage sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique pour être devant vous aujourd'hui. Et avant d'entamer notre débat, et de répondre à vos questions, je voudrais vous remercier de la résolution, de votre résolution de 2020 qui a dit que mon emprisonnement était un précédent dangereux pour les journalistes et a noté que le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture avait appelé à ma libération. Je vous remercie également de votre déclaration de 2021 qui exprime
exprimé sa préoccupation quant au rapport qui disait que des officiels américains discutaient sérieusement, de façon crédible, de mon assassinat et que vous ayez appelé à ma libération. Je félicite la Commission des affaires juridiques et des droits de l'homme ainsi que la rapportrice, Madame Suna Avarsdottir. Néanmoins, tous les efforts qui ont été faits dans mon cas, que ce soit ceux de parlementaires, de présidents, de premiers ministres, le pape, des officiels des Nations Unies, des diplomates, des syndicats, des professionnels, des médecins, des juristes, des universitaires, des militants, des citoyens, tout cela n'aurait pas dû être nécessaire, pas plus que les résolutions, les déclarations, les rapports, les films, les articles, tous les événements, les levées de fonds, les manifestations n'auraient pas dû être nécessaires pendant 14 ans. Et pourtant, sans toutes ces manifestations, je n'aurais pas revu la lumière du jour. Les efforts mondiaux sans précédent étaient nécessaires parce que les protections juridiques qui existaient n'existaient que sur le papier et n'ont pas été efficaces. J'ai fini par choisir la liberté après avoir attendu une justice qui ne venait pas après avoir été détenue pendant des années et alors que je risquais d'être condamnée à 175 ans d'emprisonnement. La justice, pour moi, n'est plus possible puisque le gouvernement américain insiste pour que je ne puisse pas déposer une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou même faire appel à la loi sur la liberté de l'information. Je dois vous dire que les choses soient claires, je ne suis pas libre aujourd'hui parce que j'ai été vraiment libérée par le système. Je suis libre parce que, après des années d'incarcération, j'ai plaidé coupable face au journalisme. J'ai plaidé coupable d'avoir cherché de l'information auprès d'une source. J'ai plaidé coupable d'avoir obtenu cette information de cette source. J'ai plaidé coupable d'avoir informé le public et d'avoir diffusé cette information. Je n'ai pas plaidé coupable pour quoi que ce soit d'autre. Et j'espère que mon témoignage d'aujourd'hui pourra permettre de mettre le doigt sur les faiblesses des sauvegardes et des garanties qui existent aujourd'hui et j'espère que cela servira à ceux qui sont aussi vulnérables que moi. Je suis sortie du donjon de Belmarsh. La vérité semble plus discernable aujourd'hui, mais je regrette qu'il ait fallu tout ce temps pour que la vérité s'exprime. Mais je vois aujourd'hui davantage d'impunité, de secret, de vengeance contre ceux qui disent la vérité. Je vois encore plus d'autocensure. Le gouvernement américain, en me poursuivant, a franchi le Rubicon en pénalisant au niveau international l'activité des journalistes dans ce climat effrayant qui pèse sur la liberté d'expression aujourd'hui. Lorsque j'ai créé Wikileaks, c'était pour répondre à un rêve, éduquer les peuples pour qu'ils sachent comment fonctionne le monde, qu'ils le comprennent mieux, faire une cartographie de la situation pour mieux comprendre où nous allons à l'avenir, car la connaissance autonomise ceux qui ont le pouvoir et qui peuvent aussi demander des comptes. J'ai obtenu des vérités que j'ai publiées avec des dizaines de milliers de victimes cachées, les horreurs de la guerre, des programmes d'assassinat, de torture et de surveillance de masse. Lorsque nous avons publié Collateral
Collateral Murder. Cette équipe d'hélicoptères américains tuant, faisant voler en éclats des journalistes irakiens et ceux qui essayaient de les sauver, nous avons pu montrer les horreurs de la guerre au monde entier. Mais nous avons aussi utilisé cette vidéo pour montrer que les militaires américains savaient combien de civils pourraient être tués pour pouvoir lancer une attaque. Et en fait, 40 ans de ma condamnation à l'emprisonnement, 40 de ces 175 années venaient justement du fait que j'avais dénoncé ces politiques. Après ces opérations secrètes, ces guerres sales, moi, ce que j'ai à dire, c'est cessons de nous taire, cessons de torturer, cessons de nous entretuer et respectons les droits fondamentaux. Ainsi, les processus scientifiques, économiques et politiques s'occuperont du reste. Le travail de Wikileaks s'est ancré profondément dans les principes que défend votre Assemblée. Notre journalisme a permis de renforcer la liberté d'information et le droit du public de savoir. Et ceci trouve ses racines en Europe. J'ai vécu à Paris. J'ai été enregistré en France et en Islande. Notre équipe technique et de journalistes était répartie partout en Europe. J'ai publié dans le monde entier à partir de serveurs basés en France, en Allemagne et en Norvège. Mais il y a 14 ans, l'armée américaine a arrêté l'un de nos lanceurs d'alerte, M. Manning, un analyste des services de renseignement basés en Irak. Le gouvernement américain a lancé une enquête contre moi et mes collègues. Ils ont envoyé des avions avec des agents en Islande de façon illégale. Ils ont payé des pots de vin à des informateurs pour voler le produit de notre travail journalistique. Ils ont fait pression sur les banques et les services financiers pour bloquer nos comptes en banque et nos avoirs. Le gouvernement britannique a admis devant la Cour européenne des droits de l'homme qu'il l'avait espionné de façon illégale mes avocats anglais pendant tout ce temps. Et finalement, ce harcèlement était sans fondement. Le ministère de la Justice du président Obama ne m'a pas mis en examen, reconnaissant qu'aucun crime n'avait été commis, car les États-Unis n'avaient jamais poursuivi quelqu'un pour avoir publié des informations sur le gouvernement. Il y a donc une réinterprétation radicale et abjecte de la Constitution des États-Unis. En janvier 2017, Obama a également commué la peine de Manning, qui avait été condamné pour avoir été l'une de mes sources. Mais en février 2017, tout a changé. Le président Trump a été élu. Il a nommé Mike Pompeo, un représentant du Kansas et un ancien PDG de l'industrie de l'armement, et William Barr en tant que directeur de la CIA, un ancien officier de la CIA en tant que procureur général. En mars 2017, Wikileaks a été infiltré par la CIA et ainsi que des partis politiques français. Il y a eu un espionnage à grande échelle des leaders français et allemands. La Banque centrale européenne, les ministères de l'économie européens ont été espionnés. L'industrie française également. La CIA a envoyé des virus dans les services informatiques de télévision et de téléphones portables. Mike Pompeo, directeur de la CIA, a lancé
lancé une campagne et pendant ce temps, la CIA a élaboré des plans pour me kidnapper, m'assassiner dans l'ambassade de l'Équateur à Londres et autoriser également à poursuivre mes collègues européens à travers des vols en faisant des attaques informatiques sur nos matériels. Mon épouse et mon fils, qui était alors un bébé, ont été visés et ils ont suivi ma femme et ont donné instruction d'obtenir l'ADN de mon fils de 6 mois en prenant ses couches. Et c'est un témoignage qui est paru dans la presse américaine et qui a été corroboré par des enregistrements saisis auprès du procureur. La CIA m'a visé moi, ma famille, mes associés à travers des moyens extrajudiciaires et extraterritoriaux, montrant ainsi à quel point les organismes de renseignement peuvent être puissants et se lancent dans des actions de répression au niveau transnational. Ceci n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que nous savons à quel point cela a pu toucher des journalistes d'investigation et des lanceurs d'alerte en Espagne. Notre assemblée, d'ailleurs, votre assemblée n'est pas immune, a été aussi exposée à ces abus de la CIA, puisque Dick Marty avait fait un rapport sur les actions de la CIA en Europe avec des centres de détention secrets et des actions illégales sur le sol européen, violation des droits de l'homme et du droit international. En février de cette année, une source qui avait révélé les actions de la CIA, Joshua Schulte, a été condamné à 40 ans de prison et il est à l'isolement. Son épouse ne peut pas le joindre et une machine fait du bruit 24 heures sur 24 dans sa cellule. Ces conditions de détention sont encore plus graves que celles de Guantanamo Bay. Cette répression transnationale est une véritable violation sur le plan juridique. Et les voix dissidentes en Europe sont poursuivies donc par des puissances étrangères. Dans les mémoires de Mike Pompeo que j'ai lues lorsque j'étais en prison, il s'est vanté de la façon dont il a fait pression sur le procureur général américain pour qu'il demande mon extradition. À cause de ce que j'avais publié sur la CIA. D'ailleurs, le procureur général des États-Unis, suite aux efforts de Pompeo, a rouvert l'enquête contre moi, qui avait été close par Obama, a réarrêté Manning en tant que témoin cette fois-ci. Elle s'est retrouvée en prison pendant une année. Elle a dû payer $1000 par jour pour avoir refusé de témoigner contre moi. Elle a fini par essayer de mettre fin à ses jours. En général, nous considérons que les tentatives de forcer les journalistes à témoigner contre leurs sources sont illégales, mais Manning qui était une source, a été forcé de témoigner contre ces journalistes. En décembre 2017, le directeur de la CIA, Pompeo, avait réussi. Et le gouvernement américain a demandé au Royaume-Uni mon extradition. Le gouvernement britannique a gardé cette demande d'extradition secrète pendant 2 ans. Pendant ce temps, le gouvernement américain et le nouveau président de l'Équateur ont essayé de tout faire sur le terrain politique, juridique et diplomatique pour obtenir mon arrestation. Lorsque des nations puissantes ont le sentiment qu'elles ont le droit de viser un individu en dehors de leurs propres frontières, ces individus n'ont aucune chance.
si l'on ne met pas en place des garanties et s'il n'y a pas la volonté de les mettre en œuvre, car individuellement, ils ne peuvent pas se défendre face aux immenses ressources déployées par les États agresseurs contre eux. Et comme si la situation n'était pas encore suffisamment dramatique dans mon cas, le gouvernement américain a pris des positions à l'échelle mondiale encore plus dangereuses. Pour le gouvernement américain, seuls les citoyens américains ont la liberté d'expression. Les Européens et les autres n'ont pas ce droit. Mais les États-Unis prétendent que leur loi sur l'espionnage s'applique à eux où qu'ils se trouvent. Donc les Européens en Europe sont censés obéir aux législations américaines sur le secret, la confidentialité, sans pouvoir se défendre. Un Américain à Paris peut peut-être parler de ce que fait le gouvernement américain. Mais si un Français le fait à Paris, il peut être incriminé et les États-Unis pourraient demander son extradition, comme ils l'ont fait pour moi. Maintenant qu'un gouvernement étranger a clairement affirmé que les Européens n'ont pas la liberté d'expression, cela établit un précédent extrêmement dangereux, car d'autres États puissants pourront faire la même chose. La guerre en Ukraine a bien montré à quel point on peut criminaliser les journalistes en Russie. Mais sur la base du précédent de mon extradition, rien ne peut empêcher la Russie ou quelque État que ce soit, d'ailleurs, de viser des journalistes européens, des rédacteurs ou des médias sociaux en prétendant que leurs lois nationales sur le secret ont été violées. Les droits des journalistes et des rédacteurs en Europe sont donc gravement menacés. La PCE, qui est l'une des grandes institutions normatives au monde, doit agir, car cette répression transnationale ne peut pas devenir la norme. La criminalisation des activités de recueil d'informations ne peut pas se poursuivre, car j'ai été condamnée. Pourquoi? Par un pouvoir étranger pour avoir posé des questions, pour avoir reçu, publié des informations qui étaient vraies alors que j'étais en Europe. Le journalisme n'est pas un crime, c'est le pilier de nos sociétés libres et informées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, si l'Europe veut avoir un avenir où règne la liberté d'expression, la liberté de publier, la liberté, qui ne soit pas un privilège entre les mains de quelques-uns, mais qui soit un droit pour tous, si l'Europe veut que ce qui m'est arrivé n'arrive pas à d'autres, elle doit prendre des mesures pour garantir ses droits. J'aimerais exprimer toute ma gratitude à cette Assemblée, aux conservateurs, aux sociaux-démocrates, aux libéraux, à la gauche, aux Verts et aux indépendants qui m'ont apporté leur soutien à travers cette épreuve. Et je remercie tous les individus qui se sont fait les avocats de ma libération sans relâche. C'est encourageant de savoir que dans le monde, il y a encore des personnes qui s'engagent pour la protection des libertés fondamentales. La liberté d'expression et tout ce qui en découle est aujourd'hui vraiment menacé. Et je crains que si des institutions comme la PCE ne se réveillent pas très vite et ne comprennent pas la gravité de la situation, il ne soit trop tard. Engageons-nous à faire en sorte que la lumière de la liberté ne s'éteigne jamais, que la poursuite de la vérité continue à exister et que la voix de ceux qui la font entendre ne soit pas rendue silencieuse.
pour l'intérêt de quelques-uns. Je vous remercie. Thank you, Mr. Assange. Monsieur Assange, merci pour votre contribution à nos travaux. À présent, je vais donner la parole aux membres de la Commission. Je rappellerai à chacun que des questions ne peuvent être posées que par les seuls membres de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme. Comme je l'ai indiqué à l'ouverture de nos travaux, je n'autoriserai qu'une question par membre. Ensuite, M. Assange aura la parole pour répondre à chacune des questions. Monsieur Assange, nous ne connaissons pas les tenants et aboutissants du plaidé coupable que vous avez signé. S'il y a des questions qui vous sont posées dont vous considérez que vous n'êtes pas en mesure d'y répondre, n'hésitez pas à l'indiquer. Nous le comprenons parfaitement. Notre collègue, Mme Baer, thank you very much for being with us, merci beaucoup. Sharing your testimony. Merci d'être là. Merci de partager votre témoignage. J'ai compris que ni les tribunaux britanniques ni la Cour européenne des droits de l'homme n'ont pu trancher dans votre cas. Il n'y a pas de décision finale, pas d'arrêt. Quel est votre ressenti, d'une part? Et d'autre part, avez-vous des propositions juridiques quant à la manière dont à l'avenir il serait possible de régler des affaires comme les vôtres dans un système juridique fonctionnel, effectif? Après 14 ans de détention au Royaume-Uni, dont 5 ans dans une prison de sécurité maximale, confronté à la possibilité d'avoir une peine de 175 ans d'emprisonnement avec une perspective d'une détention de longue durée avant même de pouvoir déposer une requête à la Cour européenne des droits de l'homme, j'ai accepté le plaidé coupable offert par les États-Unis qui permettait une libération immédiate. Les États-Unis ont insisté qu'il m'est formellement interdit de déposer quelque requête ou appel que ce soit concernant la procédure d'extradition, y compris au titre de la liberté d'information face à la loi américaine, pour qu'une enquête soit menée à ce sujet. Il n'y aura jamais la moindre audience sur les faits, sur le fond. C'est pourquoi il est aussi important que l'Assemblée parlementaire agisse. En Europe, il y a une grande incertitude quant aux droits que peuvent invoquer les journalistes quant à la protection qu'ils ont face à des menaces d'extradition et de poursuite. Si les choses restent en l'état, inévitablement, il y aura des abus de ce précédent par d'autres États. Des institutions comme l'Assemblée parlementaire qui établissent des normes doivent agir pour clarifier l'état des choses et pour dire de manière explicite ce qui m'est arrivé ne doit plus jamais arriver à aucun journaliste. Merci, Madame Novica. Monsieur Assange, c'est formidable de vous avoir devant nous aujourd'hui à notre réunion de la Commission. Je ne souhaite pas vous poser des questions sur le passé. Le passé qui n'est pas passé parce que le passé vous hante encore et j'ai nommé une question. Notre procédure à l'Assemblée parlementaire, au Conseil de l'Europe, sur la base du rapport préparé par Sonia Avers-Boettier, il sera adopté en plénière. Pensez-vous que cela permettra de redresser les choses suite à l'impact négatif de votre précédent, en particulier que cela améliorera la situation des lanceurs d'alerte pour qu'ils puissent s'exprimer sur le plan international? Est-ce que c'est l'espoir que vous nourrissez?
the report is going to be accepted, qu'en cas d'acceptation, and your d'approbation visit here to Parliament will, in a du way, rapport, will et votre have this déplacement, votre positive, visite aspect ici and, au Conseil de l'Europe will permettra improve the de situation in faire this changer les choses et regard of d'améliorer the la rights of situation en journalists matière and de so on. droits des journalistes. But also I would like to add how you visualize your life now after. Quelles sont vos perspectives? Comment voyez-vous votre vie maintenant dans l'après? Je ne parle pas de votre vie privée, bien sûr, mais en général, comment voyez-vous les choses? Que prévoyez-vous de faire? Well, I think that I am here because la raison pour laquelle je suis ici, c'est que c'est la première étape indispensable. La PCE doit agir, doit démarrer ce mouvement, doit relever le problème de la répression transnationale. Également pour établir clairement qu'un journalisme de sécurité nationale est possible, mais uniquement dans les confins de l'Europe. Quant à ma réinsertion dans la vraie vie, dans ce vaste monde hors de la cellule d'une prison de sécurité maximale, cela va exiger beaucoup d'ajustements. Ce n'est pas que j'entends encore tous les sons qu'on entend, et puis maintenant quand j'entends les voitures électriques, cela m'inquiète également. Mais ce sont aussi tous les changements qui se sont opérés dans la société qui me préoccupent. Nous avons publié des vidéos essentielles qui dénoncent des crimes de guerre. Et cela avait lancé un débat public. Alors qu'aujourd'hui, en ligne, on voit jour après jour les horreurs de la guerre à Gaza, de la guerre en Ukraine. Des centaines de journalistes ont été tués à Gaza et en Ukraine au total. L'impunité va croissant et on ne sait toujours pas s'il sera possible d'agir pour contrer cela. Et pour me réadapter au monde, je vais devoir surmonter beaucoup d'obstacles. Alors bien sûr, il y a des éléments positifs. Je redeviens le père de mes enfants. Ceux-ci ont grandi en mon absence. Je redeviens aussi un époux. Et j'ai même à traiter d'une belle-mère. C'est dur. Non, à vrai dire, c'est une femme adorable. Je l'apprécie beaucoup. Thank you, Mrs. Assange. Merci, Madame. Could I call upon Mr. Kleinwacher, please? Monsieur Kleinwacher a la parole. Merci, Monsieur le Président. Sadder issue. How Pour well, reprendre une in question your experience, plus triste, dans votre does expérience, political asylum really work? comment fonctionne l'asile politique dans le monde d'aujourd'hui? Political asylum is an absolutely essential L'asile politique relief valve est for human rights absolument abuses within indispensable states. quand il y a des abus face aux That droits de l'homme people dans can des États. Et leave il a est state absolument indispensable that is qu'il y ait persecuting cette them. soupape qui Not permette only à saves une personne individual lives, de sauver sa peau face à la persécution, it d'une provides part, a mais mechanism where journalists can d'autre part, continue c'est un to mécanisme qui permet aux journalistes report de on their continuer de societies faire after they have been rapport hounded out. sur la société après qu'ils aient été la Ultimately, proie the threat of people de ces États. leaving a state Une personne is what, in the final analysis, controls its behavior. est menacée, cela peut contrôler son comportement. On en a vu des exemples dans l'histoire où des États ont rendu la vie dure, voire ont rendu la vie impossible à certains. Parfois, on ne peut pas
quitter un pays et on voit quelle est la situation des personnes qui y vivent. Il faut qu'il y ait concurrence entre les États pour être des lieux d'accueil, pour qu'il y ait des États où il fait bon vivre et où il fait bon travailler. Les attaques lancées contre l'asile politique par les agressions transnationales, ça c'est autre chose. Et dans ma situation, c'était très difficile de trouver un État qui accepte de m'accorder l'asile et que je puisse rejoindre également physiquement. Il y a des graves lacunes dans le système d'asile. Pour les personnes qui ne fuient pas leur propre État, mais qui fuient un allié de leur État, ou à vrai dire, tout État tiers, et c'était bien mon cas. Le droit d'asile ne couvre pas bien une situation où un Australien, par exemple, fuit des persécutions de la part des États-Unis. On peut aussi imaginer un citoyen du Kazakhstan qui fuit les persécutions de la Russie. Je n'ai pas pu faire de demande d'asile au Royaume-Uni. Bien sûr, le Royaume-Uni a sa vision politique qui lui est propre, ce qui rend difficile de convaincre les cours et tribunaux britanniques d'accorder l'asile, que ce soit à moi ou à d'autres, face à une demande d'extradition des États-Unis. Mais la chance ne nous est même pas donnée. Les citoyens des États tiers relèvent de la Convention de 1951 dans sa mise en œuvre dans la plupart des États membres, mais ne peuvent donc pas formuler de demande d'asile. Merci, Monsieur Assange. Monsieur Onko, je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Assange. C'est un véritable bonheur de vous voir dans cette salle, aux côtés de Stella. Merci d'avoir rappelé tout ce que la PCE avait fait ces 4 dernières années, à commencer par l'audition de janvier 2020 avec votre père, John Shipton, avec Nils Melzer, rapporteur général sur la torture des Nations Unies, d'autres personnalités éminentes. À 3 reprises, cette Assemblée a clairement pris position, appelant à la libération rapide de Julian Assange, et je crois que notre Assemblée peut être fière de ce qu'elle a accompli, parce que dans d'autres organisations internationales, ce fut un échec. Il y a eu des tentatives de l'Union européenne, son Parlement, l'OSCE également, mais aucune autre instance internationale n'a eu le courage de formuler précisément sa position, clairement, comme ce fut notre cas. C'est peut-être un manque de diversité géopolitique. Oui, sans doute. Donc je suis très heureux. Ma question porte sur la répression extrajudiciaire que vous avez évoquée en fin d'intervention, parce que pour moi, c'est cela le plus choquant. À savoir, il existe une législation extraterritoriale, pardon. Il existe une loi aux États-Unis qui s'applique, mais uniquement aux Américains, pas aux autres citoyens. Mais par contre, il y a d'autres lois qui s'appliquent aussi aux non-ressortissants américains pour les inculper. Alors, que peut faire l'Assemblée parlementaire? Que peut faire le Conseil de l'Europe pour contrer cela? Merci, Monsieur Onko. Monsieur Assange, vous avez la parole. Devant la High Court du Royaume-Uni, j'ai remporté l'affaire et il y a eu un appel contre la décision par les États-Unis. J'ai remporté l'affaire sur la base de la discrimination nationale. Dans la loi sur l'extradition du Royaume-Uni, on ne peut pas faire de discrimination pendant le procès, ni dans l'application des pénalités contre qui que ce soit sur la base de leur nationalité.
Les États-Unis ont fait montre d'une grande créativité pour trouver différentes ruses pour contourner le système. Et il était impossible de dire si j'allais remporter l'affaire ou si ce serait les États-Unis. Mais rien dans la Charte européenne n'empêche la discrimination face à l'extradition. Donc, c'est une protection faible, difficile à utiliser pour ce qui est de l'application de la loi sur l'extradition du Royaume-Uni. Le problème, c'est que cela n'existe pas dans tous les États de l'Europe. Je vous remercie. Madame Ikonen. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Assange, d'être parmi nous. La répression transnationale conduit des États à engager des poursuites contre des personnes qui se trouvent dans des États étrangers et contre des étrangers. Et dans votre cas, il y a des allégations inquiétante au sujet d'un monitoring, du fait que vous étiez sous surveillance par la CIA et même qu'il y a eu tentative d'assassinat. Pouvez-vous commenter cela? Comment voyez-vous vous-même votre statut? Est-ce que vous pouvez vous qualifier de prisonnier politique? Donc, la première partie de votre question porte sur la CIA. Et la deuxième partie, est-ce que je considère que j'étais un prisonnier politique moi-même? Mais je vais commencer par la fin. Oui, j'étais un prisonnier politique. La base politique pour ces actes de vengeance de l'État américain contre moi, c'est le fait que j'avais publié des faits véridiques, des vérités sur les actions des États-Unis. D'abord, les États-Unis s'en sont pris à moi sur le plan juridique. L'acte invoqué est la loi sur l'espionnage. C'est une infraction classique. In relation to the CIA's campaign, ensuite, la campagne de répression de la CIA contre Wikileaks. À l'époque, on savait qu'il se passait des choses parce qu'il y avait des petits signes qui accumulés donnaient l'alerte. On avait un sentiment des plus inquiétants. Et puis, on a été informé par l'une de nos sources, par une des personnes qui avait été mise sous contrat par la CIA. Je n'ai pas eu à l'époque une vision complète de la situation dans laquelle je me trouvais, de la menace. Je l'ai su plus tard. Une organisation de renseignement d'un État, le service secret, vise une organisation d'information publique. À cause de ces enquêtes, une affaire pénale en Espagne et du travail réalisé par des journalistes américains risque à présent, à cause de mon précédent, de se trouver derrière les barreaux. Les informations détaillées sur l'action de la CIA ont été connues plus tard. Entre 30 et 40 anciens membres de la CIA ont témoigné. Il y a 2 procédures qui s'en suivent. En Espagne, une affaire au pénal, avec un grand nombre de victimes, ma femme y compris, mon fils y compris, les personnes qui sont venues me rendre visite à l'ambassade, des journalistes, des avocats, et au civil,
In the United States, aux États-Unis. the CIA has, in Aux response to that États-Unis, civil suit, la CIA, pour declared répondre formally à by the cette CIA affaire director and the civile, Attorney General, a répondu par la voix State secrets de l'attorney général knock out the case. que c'était de leur droit de bloquer cette affaire au claim titre de is la the CIA sécurité nationale. May have a defense, La but that CIA defense is classified. aurait des éléments de défense, mais ils ne peuvent And, pas les présenter parce que tout cela so est that the classifié. The civil case cannot go forward. So De ce it's fait, cela complete bloque impunity, within the US system. notre requête au civil. Donc c'est l'impunité des États-Unis. Mr. Rakan, Merci, Monsieur I Rakan. invite you to ask a question. Je vous en prie, vous pouvez poser votre question. Mr. Assange, if you could go back in Monsieur time, Assange, s'il était possible de revenir en Would you do arrière everything dans the le same? temps, est-ce que vous referiez and if not, tout what would comme you do vous l'avez differently? fait? Et sinon, que I'm not feriez-vous asking autrement? just in the terms of personal cost that you Je ne suffered, parle pas du prix but also que in vous terms avez of payé effectiveness or sur le impact plan of what you personnel, tried mais to aussi do. de l'effectivité Thank you. de ce que vous vouliez faire pour atteindre votre objectif. Que feriez-vous autrement? This is a very deep question C'est une question about extrêmement difficile et profonde sur la why do people do things liberté de when choix, they do. la volonté. Pourquoi fait-on quelque chose quand on le fait? Looking back, Avec un regard we rétrospectif, were often constrained by our resources, souvent nous number avons of été staff, limités par nos ressources, by le nombre de femmes et d'hommes qui travaillaient secrecy. pour nous, that par was necessary to la protect our nécessité sources. d'opérer en secret parce qu'il fallait protéger nos sources. If I could go back and Si je have a lot pouvais of extra resources, Revenir en of arrière, course, et si j'avais beaucoup plus de ressources, political approaches, media l'approche politique approaches could have maximized even further the aurait pu impact. être utilisée, revelations l'approche that we des made. médias aurait pu permettre un impact bien But I plus suppose your retentissant question de ce que is nous avons trying to publié. say, Mais je suppose que par votre well, question, were there ce que vous any demandez, knobs that could be turned in c'est hindsight? est-ce qu'après coup, on se Of dit qu'il y a course, thousands des of leviers small qu'on aurait pu things. opérer? Oui, bien sûr, des milliers de petites choses qu'on aurait pu faire. I was not from the United Kingdom. I had a Moi, good je ne friend in venais the United pas du Kingdom, Royaume-Uni. J'avais un bon Gavin ami au McFadden, who Royaume-Uni, was an American journalist, un journaliste américain, Gavin McFadden, a very good man. un homme très bon. But it took me time to, once I was trapped in the United Kingdom, it Mais took me time cela to m'a pris du temps, understand une fois que what j'étais piégé, coincé, UK au Royaume-Uni, society was about. de comprendre Who you ce could trust, qu'est who you la couldn't société trust, britannique, à the qui on peut se fier, à qui on ne peut pas faire different types confiance. Maneuvers that are Les made différents types in that society. de manœuvres qu'opèrent certains au sein de cette société. And there are different media partners that Il y a aussi des perhaps we partenaires parmi les médias could have chosen differently. qu'on aurait pu choisir autrement, disons. Thank you. Mr. Chope. Merci, I Monsieur invite you Chope. to give us a question. You were the subject of a European Vous avez fait arrest l'objet d'un warrant mandat issued d'arrêt by européen. Sweden. C'est la Suède qui To a what émis ce extent mandat. do you think Dans quelle that mesure European arrest pensez-vous warrants que are les being mandats d'arrêt used as européens tools sont of repression? exploités comme outils And de to what répression? extent do you think the rules Dans could be quelle mesure changed so pensez-vous that they can no qu'il longer est be used nécessaire for that de purpose? changer les règles pour qu'on n'abuse plus du mandat d'arrêt européen? The European arrest warrant system Le système was du mandat d'arrêt introduced européen a été post-September introduit 11 après le 11 with septembre. the political rationale that it would L'idée be used politique for the était que fast cela transfer servirait of à Muslim transférer terrorists rapidement des terroristes between musulmans European states. entre États The européens. first European arrest warrant that Le was premier issued mandat d'arrêt was européen issued by émis Sweden l'a for a été drunk par driver. la Suède pour quelqu'un qui You must avait bu au volant. understand that when we pick a Il faut bien disfavored group, comprendre que quand on choisit un Muslims groupe at that désavantagé, time, et c'était les musulmans à And l'époque, say, well, this repressive legislation, it's only going to be for them. et qu'on dit que Inevitably, la législation répressive ne va s'appliquer qu'à eux finalement,
inévitablement, les bureaucrates, les éléments sécuritaires de l'État vont exploiter tous ces éléments pour en faire bon usage. Et assez rapidement, l'injustice qu'a vécue un homme a été connue par beaucoup d'autres femmes et hommes. Je ne connais pas la statistique sur l'usage abusif qui fait des mandats d'arrêt européens. Il y a eu une tentative de m'extrader alors qu'il n'y avait absolument aucune charge contre moi au Royaume-Uni. Tentative d'extradition par la Suède, vers la Suède. Ensuite, la législation a été modifiée pour empêcher qu'il n'y ait d'extradition sans chef d'accusation. Mais en incluant une exception pour s'assurer que cela ne s'applique justement pas à mon cas. Merci. Monsieur Couchte, puis-je vous inviter à poser votre question à Monsieur Assange? Merci beaucoup, Monsieur Assange, pour toutes les réponses à un grand nombre de nos questions. Comme mes collègues ici, je suis extrêmement heureux de vous voir ici, de savoir que vous êtes hors les murs de la prison. Vous l'avez dit, vous avez été mis en prison pour avoir fait votre travail, un travail dont nous sommes heureux que vous le réalisez. Vous êtes journaliste, vous trouvez des informations, vous les publiez. Ce qui me choque, c'est de voir à quel point le bras de la justice américaine est long. Il a pu s'en prendre à vous jusqu'en Europe. Et bien sûr, ces questions sont reprises dans le rapport excellent de Mme Suna Aversotir. J'ai quant à moi une question plus personnel. Avant que cela n'arrive, saviez-vous à quel point vous n'aviez que peu de droits en tant que citoyen et journaliste, à quel point vous étiez mal protégé en Europe? Et que pensez-vous sera l'effet sur l'ensemble du journalisme, le journalisme dans son ensemble à cause de ce précédent? Nous avons réalisé une analyse juridique pour comprendre quelles sont les possibilités, quelles sont les limites en Europe pour publier des documents de différents pays, y compris en provenance des États-Unis. En théorie, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme devrait protéger les journalistes travaillant en Europe. Le premier amendement américain de la Constitution des États-Unis doit aussi empêcher des poursuites. Jamais aucun rédacteur n'avait été traduit en justice ou poursuivi, ni au niveau national ni à l'international, pour la diffusion d'informations d'État. Je m'attendais à être harcelé sur le plan juridique. J'étais prêt à me battre, à me défendre. Ces publications sont d'une telle valeur que j'acceptais de devoir livrer un tel combat. Je savais que nous allions le remporter, puisque nous comprenions ce qui était possible sur le plan juridique. J'étais naïf. J'étais naïf de croire en la loi. Parce que quand on en arrive à la vraie vie, eh bien, ce n'est plus qu'un papier noir sur blanc, mais qui ne signifie rien et qui peut être interprété autrement qu'à la lettre. La loi, c'est un ensemble de règles rédigées par les dirigeants en ensemble. Et si les dirigeants décident que la règle ne convient plus à leur objectif, eh bien, ils réécrivent, ils écrivent un texte qui leur convient. Et dans le cas des États-Unis, l'un des pouvoirs constitutifs des États-Unis, le secteur du renseignement, le secteur de sécurité, les services secrets, était directement concernés. Et cet organe-là est suffisamment puissant pour permettre qu'on revoie l'interprétation qui peut être faite de la Constitution américaine. Le premier amendement, à première vue, est très lisible. Les choses paraissent très claires. Le Congrès
n'adopte aucune loi limitant la liberté de parole et la liberté de presse. However, et pourtant, the US Constitution, those precedents relating to it, cette constitution were just reinterpreted away. Et même tous les précédents qui existaient en la matière ont été effacés avec une nouvelle interprétation. Si nous étions arrivés jusqu'à la Cour suprême des États-Unis à supposer que je sois encore en vie dans ce système, peut-être que je l'aurais remporté en fonction des juges, ces gens, à la Cour suprême. Mais nous n'y sommes pas arrivés puisque, entre-temps, j'avais perdu 14 ans entre la détention à domicile, l'ambassade, la sécurité, la prison haute sécurité. Donc c'est une leçon importante à tirer. Quand une grande puissance veut réinterpréter la loi, une partie de l'État, sous pression des services secrets, donc une partie de l'État, c'est le département de la justice, réécrit la loi. Est-ce que c'est légal et quand est-ce qu'on pourra l'empêcher? Eh bien ça, ce sera peut-être dans très longtemps. Mais entre-temps, cette action-là dissuade. L'effet dissuasif a bel et bien marché. Je vous remercie. Monsieur Lee, je vous invite à poser votre question à Monsieur Assange. Eh bien, il est évident que il y a dans cette salle beaucoup de sympathie et d'empathie vis-à-vis de votre situation. Quelle est la position du gouvernement britannique face à vos affirmations que vous êtes un prisonnier politique? Mais on vous a poursuivi d'abord, non pas pour des raisons politiques. Les traités d'extradition entre le Royaume-Uni et les États-Unis, quelle est l'ampleur de leur portée? Est-ce que le Royaume-Uni a une marge de manœuvre? À la prison Belmarsh, il y a des allégations de torture. Bien sûr que la prison de Belmarsh, ce n'est pas un endroit agréable, mais je voudrais savoir si ces allégations sont vraies. Le traité d'extradition entre les États-Unis et le Royaume-Uni, en fait, est complètement partial. Il y a 9 fois plus de personnes extradées du Royaume-Uni vers les États-Unis qu'à l'inverse. Les protections pour les citoyens américains pour lesquels le Royaume-Uni a demandé l'extradition, ces protections sont beaucoup plus fortes. Il n'y a pas besoin même qu'il y ait le moindre soupçon pour qu'un citoyen américain soit extradé du Royaume-Uni vers les États-Unis. La personne n'a même pas le droit de dire que ce n'est pas vrai. Et la seule chose que peut faire le Royaume-Uni, c'est se dire, est-ce que c'est la bonne personne et est-ce qu'il y a une violation des droits de l'homme? Mais le Royaume-Uni n'est pas obligé d'extrader tout le monde, et en particulier des journalistes, vers les États-Unis. Il y a certains juges au Royaume-Uni qui se sont exprimés en ma faveur à plusieurs stades de la procédure. D'autres ont décidé à mon encontre. Mais tous les juges, qu'ils aient jugé dans mon sens ou dans celui du Royaume-Uni, m'ont montré quand même qu'il y avait d'immenses différences avec les États-Unis.
Ils ont d'abord fait des raisonnements intellectuels extraordinaires et ils ont eu recours à des astuces intellectuelles incroyables pour permettre mon extradition vers les États-Unis. Donc avec une interprétation plus vaste en ce qui me concerne. Et à mon avis, ça dépend de la sélection des juges britanniques, qui sont des personnes qui viennent d'un seul et même milieu, un milieu très étroit, et ils sont extrêmement liés à l'establishment britannique. Or, l'establishment britannique est extrêmement proche des États-Unis, que ce soit les services de renseignement, que ce soit la BP, Shell, que ce soit l'entreprise britannique qui construit des armements. Il y a des liens très forts avec les États-Unis. L'establishment du Royaume-Uni est fait de personnes qui bénéficient de ce système depuis des années et des années. Et la plupart des juges viennent de ce milieu. Et donc, on leur dit ce qu'il faut faire. Et ils comprennent ce qui est bon pour eux et pour leur milieu. Et ce qui est bon pour les gens de leur milieu, c'est de garder des bonnes relations avec le gouvernement américain. Monsieur Lee, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'une question par membre de la Commission. Monsieur Afterton? Eftathiou, pardon. Eftathiou. Je suis très heureux, vraiment très heureux de vous voir, Monsieur Assange, en tant qu'homme libre. Et je crois que l'une des grandes leçons que nous pouvons tirer de votre expérience du traitement qui vous a été infligé, c'est que le mésusage des procédures juridiques, l'application arbitraire d'une législation peuvent en faire un outil, un instrument de répression et peuvent aussi effectivement être dissuasifs et pousser les gens à se taire. Pouvez-vous commenter sur cette affirmation? Pardon, je ne vous ai pas bien entendu. Pouvez-vous répéter la question? Et je ne vous vois pas. Est-ce que vous pouvez lever la main pour que je vous voie? Alors, ce qui découle de votre expérience et du traitement qui vous a été infligé, c'est que la mauvaise utilisation ou la manipulation des procédures juridiques peuvent rendre l'application de la loi, peuvent en faire un outil, un instrument de répression et peuvent pousser les gens à se taire plutôt que de permettre le respect des droits humains et de l'état de droit dans nos sociétés. Pouvez-vous nous en dire un mot? Alors, l'utilisation de la loi pour atteindre des objectifs qui auraient dû être atteints par d'autres moyens, ça existe. Et il ne s'agit pas uniquement d'intenter des procès sans fondement. Il s'agit surtout de choisir sa loi et de la manipuler pour cibler la personne que vous voulez atteindre. Alors, on a vu beaucoup de cas comme celui-ci. Nous en avons vu des exemples dans de très nombreux domaines. Franchement, je ne sais pas exactement ce que l'on peut faire pour lutter contre ces manipulation de la loi. Il y a un mouvement anti-SLAPP, c'est-à-dire anti-procès Bayon, et il y a des gens qui se battent contre ça. Par exemple, en Californie, il y a une législation qui essaye de limiter ces procès Bayon pour justement
en renversant la charge de la responsabilité, en faisant payer des dommages très élevés si ce n'est pas justifié. Mais en tout cas, chaque fois qu'on adopte une loi, on crée un outil dans l'intérêt de privilégiés qui sauront utiliser cette loi, qui en élargiront l'application pour préserver leurs intérêts, et je pense en particulier aux services secrets. Et c'est pour cela qu'il faut réformer en permanence les législations, parce que ces lois font l'objet d'abus dans leur application. Et donc, il faut une vigilance constante dans l'application de la loi, mais il faut surtout être très vigilant lorsque l'on rédige ces lois, parce que ces lois risquent de faire l'objet d'abus. Merci. Monsieur Bosic, vous avez la parole pour poser une question à M. Assange. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Assange, votre présence ici est très importante pour le cas, votre cas qui est un symbole, mais c'est très important pour le Conseil de l'Europe parce que cela montre que notre institution défend vraiment les droits de l'homme et les causes que vous représentez. Alors je me demande comment vous évaluez le soutien que vous avez reçu des journalistes eux-mêmes, des journaux, des associations de journalistes, des médias. Et quel est le message dans votre cas que vous en tirez à propos de la liberté de la presse? Alors le soutien que j'ai reçu d'autres médias, d'associations de journalistes, d'associations de défense de la liberté des médias, ce soutien était différent. Ceux qui ont bien compris que c'était une menace pour tout le monde, c'étaient les juristes des médias pour lesquels je travaillais, avec lesquels je travaillais. Les ONG qui luttaient pour la liberté d'expression ont été les deuxièmes à voir les menaces que cela représentait. Mais sinon, pour ce qui est des autres grands médias, eh bien, en fait, ils allaient dans le sens de leur ligne politique ou géopolitique. Donc ça a été facile d'obtenir le soutien de médias dans des États neutres et bien sûr dans des États hostiles aux États-Unis. Mais pour ce qui est des alliés des États-Unis, ça a pris beaucoup plus de temps. Et les médias et les journalistes américains, eux, ont mis du temps aussi à me soutenir. Alors, bien sûr, c'est une préoccupation. Et je vois un phénomène similaire avec ces journalistes qui sont tués à Gaza et en Ukraine. À savoir que la ligne politique et géopolitique des médias les amène à ne pas trop couvrir ces cas, à ne pas trop parler de ces victimes. Or, ça, c'est une violation de la solidarité entre journalistes. Nous devons nous serrer les coudes. Un journaliste, où qu'il soit, s'il est visé, c'est nous tous qui sommes visés. Un journaliste tué par un service secret est une victime. Et donc, il faut être ferme, que ce soit par écrit ou dans une diffusion radio, télévisée ou dans les médias sociaux. Alors bien sûr, parfois, il y a une différence entre un journaliste et un militant. Je le comprends, qu'il faut faire la différence entre les deux. Et dans mon travail, j'essaye d'être juste. Il faut que l'information que je donne soit
juste et correct. Mais parfois, je suis aussi un militant. Tous les journalistes devraient être des militants pour la liberté d'expression et pour la vérité. Les journalistes doivent être des militants pour que la vérité puisse être diffusée. Et ça veut dire nous appuyer les uns les autres. Merci. Alors, y a-t-il d'autres membres de l'Assemblée parlementaire qui ne sont pas membres de la Commission qui souhaitent poser une question? Alors, je vois deux mains qui se lèvent. Alors, je vous demande de vous présenter et ensuite de poser votre question à M. Assange. Merci. Merci, Monsieur le Président. Andy Christé, je suis parlementaire roumain et je suis rapporteur général sur la science et la technologie. Je suis rapporteur aussi sur ce que l'on appelle le métaverse. Monsieur Assange, j'ai une question à vous poser. Comment voyez-vous ces nouvelles technologies et quel est le lien avec tout ce que vous venez de nous dire aujourd'hui? Je suis très intéressé par les nouvelles technologies. J'étais informaticien. Quand j'étais jeune, j'ai étudié les maths, la physique et la photographie. Et c'est ainsi que nous avons mis sur place nos systèmes pour protéger nos sources et notre organisation. Et certaines des évolutions technologiques en matière de photographie me paraissent tout à fait enthousiasmantes. Ça permet justement d'empêcher la concentration des médias d'information entre les mains de quelques milliardaires. Mais d'autres technologies qui ont émergé suite à ces campagnes de surveillance de masse avec les révélations de Snowden qui ont fait que les ingénieurs, les programmateurs un peu partout dans le monde se sont radicalisés, se sont vus comme des agents de l'histoire et qui ont élaboré des algorithmes qui espionnaient les personnes, y compris les communications entre les journalistes et leurs sources. Par ailleurs, depuis que je suis sorti de prison, je constate que l'intelligence artificielle est utilisée pour créer des assassinats de masse. Avant, il y avait des différences entre un assassinat et une guerre. Aujourd'hui, les deux vont de pair. Beaucoup des personnes ciblées à Gaza sont bombardées suite à un ciblage par l'intelligence artificielle. Le lien entre l'intelligence artificielle et la surveillance de masse est un lien très important. L'intelligence artificielle se nourrit d'informations, a besoin d'informations pour ensuite pouvoir faire de la propagande, identifier des cibles, viser des personnes. Et donc, lorsque l'on parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire des assassinats de masse, évidemment, l'utilisation de l'Internet est essentielle pour élaborer ces algorithmes de l'intelligence artificielle qui permettent cette surveillance de masse. Alors, il y a des choses qui ont changé, il y en a d'autres qui ont bougé,
ces nouvelles technologies offrent à la fois beaucoup d'opportunités, beaucoup de risques, et je dois vous dire que je n'ai pas encore tout compris, et j'espère pouvoir vous répondre de façon beaucoup plus utile à l'avenir. Merci, Monsieur Assange. Vous avez levé la main, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, merci, Monsieur le Président. Sivan Aldelen, je suis allemande. Je suis spécialiste d'affaires étrangères. Je connais Julian depuis 2012, puisque j'étais l'une des premières parlementaires à lui rendre visite à l'ambassade de l'Équateur au Royaume-Uni. Donc je suis très heureuse de vous voir ici, Julian. Soyez le bienvenu. J'aimerais vous poser une question sur les crimes de guerre dont vous avez parlé, perpétrés par les Américains. Ces crimes de guerre n'ont pas été punis. Des journalistes sont morts, et dans les guerres par procuration qui sont menées à Gaza et au Liban, il y a encore beaucoup de journalistes qui meurent. Alors, quel conseil donneriez-vous à des journalistes pour faire face à la situation actuelle? Et deuxième question, quel est le rôle des parlementaires à cet égard? Merci. Monsieur Assange. Je suis désolée, je commence à être un peu fatiguée. Mais Christine, tu veux peut-être répondre à la question de savoir que peut faire un journaliste. Écoutez, on entend ces histoires épouvantables de ces assassinats ciblés, et on en a eu une preuve claire dans les conflits. Et être reporter de guerre, c'est pire que jamais. C'était déjà difficile par le passé, mais aujourd'hui, c'est épouvantable. Alors, donc, il est très difficile de donner des conseils à ces journalistes. Comment faire face à cette situation? La seule chose que nous puissions faire, c'est lancer un appel pour qu'il y ait une condamnation de ce qui se passe. Parce que nous avons besoin de cette information, nous avons besoin que les journalistes puissent aller sur place. Mais nous n'avons pas d'outils pour garantir la sécurité de ces personnes à Gaza qui sont suivis par des drones et qui sont ciblés par ces bombardements de masse. Comment se défendre contre ça? Mais il faut au moins ne pas nous taire face à ce qui se passe, et il faut condamner haut et fort ce qui se passe. Monsieur Assange, si vous êtes fatigué, dites-le nous, parce qu'il nous reste 10 minutes, mais vous avez déjà répondu à beaucoup de questions de façon très précise. Et donc, si vous souhaitez qu'on s'arrête, il ne nous reste à peine que quelques minutes. Je suis sûre que tout le monde vous comprendra. Monsieur Assange voudrait dire quelques mots de conclusion. Oui, quelques mots de conclusion simplement. En 2010, lorsque je vivais à Paris, je me suis rendu au Royaume-Uni et je n'en suis jamais revenu. Jusqu'à ce jour. Je suis content de pouvoir revenir ici. Je suis heureux d'être parmi des gens qui, comme on dit en Australie un peu vulgairement, ne s'en foutent pas. C'est bien, je suis heureux d'être parmi des amis ici. Et je voudrais simplement remercier tous ceux qui se sont battus pour ma libération, tous ceux qui ont compris, et c'est ça le plus important,
que ma libération, c'était aussi leur libération. Et je remercie tous ceux qui ont compris que les libertés fondamentales sur lesquelles nous nous appuyons tous, eh bien, il faut se battre pour qu'elles demeurent. Et lorsque l'un d'entre nous est pris dans les filets, et il ne faut pas oublier que tout le monde risque de finir par être entraîné dans ces filets lorsque il y a des failles dans les protections de la liberté. Donc merci, merci à vous tous et continuez à vous battre. Merci, Monsieur Assange.